Donc, théorème de Gauss. Donc, ce théorème permet de déterminer le champ électrostatique donc, créé par des charges à symétrie bien déterminées. Pour cela, donc pour l'appliquer, il faut déterminer ce qu'on appelle les invariances. Les invariances, donc pour cela on applique le principe de Curie. Donc, il dit que les variables dont dépend la charge, qui sont les causes, sont les variables dont dépendent les effets, qui sont les champs, le champ et le potentiel. Donc les invariances, c'est-à-dire on va déterminer les variables dont dépend le champ et dont dépend le potentiel, c'est-à-dire dont dépend la charge, c'est-à-dire les causes. Donc on a deux types d'invariance. Puisque dans les systèmes de coordonnées, donc on a soit une variable de translation, comme x, y, z et r, ou une variable de rotation comme θ et φ. Donc on a deux invariances, soit de translation ou de rotation. Par exemple, on dit qu'une distribution de charge est, c'est-à-dire il est invariante par translation z, si, par exemple, on prend par exemple une distribution, on va dire infinie, suivant z, suivant z, comme ça. Si on prend un point M de cette distribution, on fait une translation, on va trouver la même charge, ρm égale ρm'. Ρm égale ρm'. On dit que la charge est invariante par translation suivant z. Donc pour avoir une invariance par translation, il faut que cette charge soit infinie suivant cette direction. Sinon, donc si par exemple la charge est finie, par exemple, comme ça, par exemple un cylindre, on prend un point M ici, donc là on a ρ, mais quand on fait une translation, là on a 0. On a ρ égale à 0. Donc il n'y a pas d'invariance, donc ça doit être infini. Donc on va trouver le même ρ suivant z. Donc on dit qu'est-ce qu'on va dire? Si elle est invariante par translation z, on va écrire en coordonnées cartésiennes ρ x, y, z égale ρ de x, y. C'est-à-dire que ρ ne dépend pas de z. En appliquant le principe de Curie, E, x, y, z égale E de x, y. C'est-à-dire les variables dont dépend le champ sont x et y, on ne va pas dépendre de z parce qu'il y a invariance par translation z. Si on a par exemple une charge, il est invariante par translation par exemple y, on va dire ρ x, y, z égale ρ de x, z. La même chose pour E, ça sera E, x, z. C'est-à-dire on va déterminer les variables dont dépend le champ et de même pour le potentiel. Maintenant l'invariance par rotation. On va prendre toujours la forme cylindrique, c'est plus simple. Si on prend un point ici, on fait la rotation, on trouve la même charge. Donc on dit qu'il y a invariance par rotation autour de z, rotation θ. Puisque la forme est cylindrique, on utilise les coordonnées cylindriques. On va dire ρ, r, θ, z égale ρ de rz, parce qu'il y a invariance par rotation θ. La charge ne change pas. Si je prends un point M de la charge et je fais la rotation, donc je trouve la même charge. Donc le champ créé par cette distribution ne dépend que de r et de z. Il ne dépend pas de θ. Maintenant, le plus important, c'est le type de symétrie. Donc le type de symétrie est déterminé, je ne parle pas des plans de symétrie, mais le type de symétrie de la charge. On a trois types de symétrie, selon les invariances, ou selon les variables dont dépend la charge, et dont dépend le champ et le potentiel. On commence par la symétrie cylindrique. Quand est-ce qu'on dit qu'une distribution de charge a une symétrie cylindrique? S'il est invariante par rotation θ et z. Donc, elle dépend que de R. Donc, elle ne dépend que de R. Par exemple, si je prends un cylindre infini. Donc, il est invariant par translation Z. Invariant parce qu'il est infini. Et par rotation θ, si on a, on va dire, une charge uniforme. Donc, ρ ne dépend que de R. Donc, le champ ne dépend que de R. Pourquoi on dit que la symétrie est cylindrique? Si on fait varier
Z. Hein, on va fixer R, petit r, on va varier θ. Ça va nous donner un cercle. Si je déplace, hein, je me déplace suivant Z, ça me donne quoi, ce cercle? Ça me donne un cylindre. Donc, le champ sera constant sur la surface de ce cylindre. C'est-à-dire, pour R constante, on aura E constante. Donc, le champ est constant en norme sur la surface latérale du cylindre. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une distribution asymétrie cylindrique. La même chose pour la distribution asymétrie sphérique. Donc, il y a un invariant. Si je prends une sphère, comme ça. Donc là, s'il y a invariance par rotation θ, donc comme ça, rotation θ, même si rotation θ, ça varie de 0 à pi, hein, par exemple. Donc là, si je fais la rotation θ comme ça, de 0 à pi, s'il y a invariance par rotation θ et rotation phi, on dit que la distribution de charge est ρ ne dépend que de R, il est asymétrie sphérique. Pourquoi? Bon, quand R égale constante, ρ égale constante, E en norme égale constante. Qu'est-ce que, donc, du point de vue géométrique, que représente R égale constante? C'est une sphère de rayon R. Une sphère de rayon R. C'est-à-dire que le champ sera constant sur cette sphère. Quand R est constante, E est constante. Et la même chose pour le potentiel. Donc, c'est une distribution asymétrie sphérique. Bon, donc, la norme de E et ρ et V seront constantes quand R est constant, c'est-à-dire sur la surface d'une sphère de rayon petit r. Maintenant, la symétrie plane. Quand est-ce que on dit qu'une distribution est asymétrie plane? Si ρ ne dépend que d'une seule variable cartésienne, ça peut être x ou y ou z, ne dépend que de x par exemple. Si elle ne dépend que de x, je représente le repère x, y, donc x ici. Si je fixe x, ça me donne ce plan-là. Ça, c'est x fixe. Donc, x égale constante, dans l'espace, c'est un plan. Donc, la charge est constante dans un plan. X égale constante. Donc, E, la norme, sera constante dans un plan. Donc, c'est une symétrie plane. La même chose pour V. Quand je fixe x dans l'espace, ça me donne un plan. Parallèle à y ou z. Ça peut être ça, ça peut être n'importe quel. Donc, on a trois types de symétrie qui permettent la détermination ou l'utilisation du théorème de Gauss. On va voir que signifie ce théorème, c'est-à-dire la méthode d'application. Mais il est appliqué que dans le cas où on a l'un des symétries cylindriques, sphérique ou plane. Si l'une des symétries est vérifiée, on peut appliquer le théorème de Gauss. Conclusion, l'étude des invariances permet de déterminer les variables dont dépend le champ et le potentiel. On va voir comment appliquer le théorème de Gauss à une charge à symétrie élevée. Si la symétrie n'est pas élevée, c'est-à-dire n'est pas remarquable, c'est-à-dire type cylindrique, sphérique ou plane, on ne peut pas appliquer ce théorème. On va voir pourquoi. Donc, que dit ce théorème? Donc, l'énoncé de ce théorème. Donc, le flux sortant du champ, hein, donc le flux d'un vecteur quelconque, hein, le flux d'un vecteur x, hein, donc dφ, c'est égal x ds. Hein. Par exemple, si on a un robinet, hein, on a un jet d'eau ici, donc à travers cette section, donc il y a un flux, voilà, on va dire le vecteur vitesse. Hein. Donc il y a la vitesse fois ds. Ça, c'est le flux. C'est la même chose pour le champ. Ben, notre vecteur, c'est E. Donc le flux de E, le flux du champ à travers, hein, le flux du champ à travers une surface fermée, qu'on appelle la surface de Gauss, cette surface-là. Flux
sortant à travers une surface fermée. On voit dans l'intégrale, on voit ce cercle-là, ça veut dire que la surface fermée. Lorsqu'on dit une surface fermée, c'est une surface fermée en 3 dimensions. Par exemple, vous êtes assis dans une chambre, les 6, on va dire les 6 faces. Là, vous avez le plafond et le sol, et puis les 4 murs. Ça, c'est une surface fermée. Par exemple, un disque, ce n'est pas une surface fermée. Un cylindre, c'est une surface fermée. Donc, il y a la surface latérale, et il y a les surfaces de base. Cette base, c'est dedans, comme un récipient fermé. Donc, c'est ça une surface fermée. On applique le flux à travers ces faces. Donc, E, il sort par là, par ici, par là, et par là. Donc, ce flux du champ E, à travers, on va voir comment, technique de calcul, à travers la surface fermée, cette surface, donc c'est pour ça qu'on met ce cercle-là, à travers une surface fermée, égale Q à l'intérieur, on voit ici, Q à l'intérieur de cette surface. Vous avez, par exemple, un cylindre, et à l'intérieur, on a des charges. On appelle ça la charge à l'intérieur de cette surface choisie. La surface de Gauss. Donc à l'intérieur divisé par epsilon. Là, on va admettre, pour le moment, on va admettre ce théorème. Donc le flux sortant du champ E à travers une surface fermée égale Q à l'intérieur de cette surface divisé par epsilon 0. Ça se démontre, par les équations de Maxwell, on peut démontrer ce théorème-là. Maintenant, comment l'appliquer? Là, il faut voir déjà que E fois ds, E fois ds, ds c'est quoi? C'est le vecteur, donc c'est le vecteur uni ds, il est toujours perpendiculaire. Par exemple, si on a la surface comme ça, ds c'est toujours perpendiculaire. Il a un vecteur unitaire n, le vecteur n, c'est un vecteur unitaire, dirigé, il est toujours perpendiculaire à la surface. Ça, c'est ds, est toujours dirigé vers l'extérieur de la surface. Toujours vers l'extérieur. Par exemple, on a une surface comme ça, sphérique, quelconque. E, il peut prendre par exemple cette direction. Le ds, la position où on calcule doit être toujours perpendiculaire, comme ça. ds. EDS, double intégrale EDS sur toute la surface, sur toute cette surface-là, toujours cette surface-là, fermée, dans les 3 dimensions, égale Q à l'intérieur, cette charge à l'intérieur, les charges, qu'on va intégrer si c'est une charge continue, c'est l'intégrale, si, c'est l'intégrale dV, si c'est des charges ponctuelles, c'est la somme des charges divisée par epsilon 0. Maintenant, quelle est la méthode de Gauss? On commence par l'étude de symétrie qui nous permet, c'est-à-dire les plans de symétrie, etc., qui nous permet de déterminer la direction du champ, et puis les invariants pour déterminer les variables dont dépend le champ, ou, c'est-à-dire qui nous permet de déterminer le type de symétrie. Et le type de symétrie nous donne la forme de la surface de Gauss. C'est toujours le point M où on veut calculer le champ, donc M doit appartenir à la surface de Gauss. Dans le cas d'une symétrie cylindrique, c'est un cylindre. C'est un cylindre. C'est un cylindre. Avec M là, sur la surface. Si c'est une symétrie sphérique, puisque E sera constant suivant une sphère, comme ça. Donc M appartenant à la surface sphérique de rayon petit r, toujours petit r, la position du point M, petit r, et là le point M. Si la distribution est à symétrie plane, on choisit un cylindre tel que M appartient à la surface de base. Et là, on calcule le champ, on calcule double intégrale EDS, on va voir après, selon le type de symétrie, et calcule à l'intérieur sur epsilon 0. Donc, première application, c'est le fil infini. Donc, le fil infini, de sa forme, c'est un cylindre d'épaisseur nulle, on va dire nulle.
Donc, ça reste juste un modèle, la distribution linéique. On commence par les plans de symétrie. Donc, puisqu'il est infini, donc ER, Eθ, c'est un plan de symétrie. Hein. ER, Eθ sont des plans de symétrie. Et ER, EZ, c'est un plan aussi de symétrie. C'est le plan de la feuille. C'est un plan de symétrie. Donc, ces deux plans se rencontrent en ER. En ER, donc E sera suivant ER comme sur le schéma ici. Après, les invariances. Puisqu'il est infini, donc je prends un point de la charge, je me déplace, ça garde le même lambda. Le même lambda, donc il est invariant par translation Z. Si je prends un point du fil et je fais le tour sur le fil, par exemple le fil est comme ça, si j'augmente l'épaisseur, je fais le tour, je garde la même densité de charge, donc il y a invariance par rotation θ. Donc on va écrire comme résultat final, E de R θ Z, c'est E de R, ne dépend que de R, et le suivant ER. Donc c'est une symétrie cylindrique. Comment appliquer maintenant le théorème de Gauss, puisque la symétrie est cylindrique? On choisit un cylindre qui passe par le point M, d'axe Z, de hauteur H, qui va être éliminé dans les calculs, peu importe la hauteur, et surtout de rayon petit r. C'est ça le plus important, c'est-à-dire que la surface M appartient à la surface latérale de cette surface. C'est ce qu'on appelle la surface de Gauss. C'est là où on va appliquer c'est-à-dire on va calculer le flux. Ouais, c'est ça, donc surface de Gauss est un cylindre d'axe Z, comme ce qu'on voit ici, de rayon petit r contenant le point M, surtout M dans la surface latérale, parce que c'est sur cette surface que le champ va garder la même valeur, pour que l'intégrale de E ds latérale, c'est-à-dire la surface latérale, sera égale E intégrale ds. E de M surtout, qu'on cherche. Parce que le champ sur la surface latérale, c'est le champ, en norme, c'est le champ qu'on cherche, c'est le champ au point M, parce que c'est la symétrie cylindrique. Donc, pour le cylindre, on a trois surfaces. Donc, on a la surface latérale, on a là les surfaces de base, 1 et 2. Les surfaces de base. Donc, on a trois surfaces. Donc, pour calculer double intégrale fermée ds, c'est la somme de trois intégrales, 1, 2, 3. Une surface latérale, l'autre S1 et l'autre S2. On va calculer le flux selon les trois, ce qu'on voit ici. Donc sigma, c'est la surface de Gauss qu'on voit sur ce schéma-là. Et les trois surfaces. S1, ça. EDS, puisque E est suivant Z, DS est perpendiculaire en tout point de l'espace, E est suivant ER, et DS est suivant Z. DS, 1, c'est DS suivant EZ. Ils sont perpendiculaires, ça c'est E, ils sont perpendiculaires. Donc cette intégrale est nulle. La même chose pour la deuxième base, c'est la surface, ça c'est DS, et E, il est en tout point de l'espace et suivant ER. Donc ils sont perpendiculaires. Deuxième intégrale est nulle. Qu'est-ce qui reste? Il reste le dernier, c'est cette intégrale-là. E suivant, c'est E en M, c'est ce qu'on cherche, S latéral. Et puisque EDS, DS aussi, il est suivant ER parce qu'il est perpendiculaire à la surface latérale, donc il est suivant ER. Donc ça c'est DS. Et ça c'est E. Les deux sont collinéaires. Donc ça sera double intégrale. Donc quand on veut calculer le flux, donc il faut ouvrir la surface. On n'aura plus ce cercle-là. Le cercle, c'est pour toute la surface, pour la surface sigma. Mais lorsqu'on divise en trois intégrales, on élimine le cercle. C'est-à-dire, c'est pour une surface, la surface latérale, c'est une surface ouverte. Donc, double intégrale E qu'on cherche EDS est égal à ER, double intégrale DS. Pourquoi? Parce que E est constant sur cette surface latérale. Maintenant, on calcule sa surface latérale. Il faut retenir les surfaces d'un cylindre et d'une sphère. Surface latérale d'un cylindre, c'est 2pi r, ce r là, fois la hauteur h qu'on a choisi. La hauteur h,
c'est la hauteur du cylindre. C'est ce qu'on voit ici. C'est E de EM de pi. Ça, c'est le flux. Après, il faut calculer Q intérieur, parce que double intégrale, EDS, double intégrale, le théorème de Gauss, égale Q intérieur. Il faut calculer le Q intérieur. Il est où? Donc là, c'est la surface en bleu. La charge, elle se trouve où? La charge totale se trouve, c'est ça, c'est ce fil, infini. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la charge à l'intérieur de cette surface. Donc, elle se trouve où la charge? Elle est là. Juste la partie à l'intérieur du cylindre. Donc, puisque c'est une charge linéique, donc dQ, c'est lambda dz, c'est dl, dz, et on intègre entre 0 et h, 0 et h, ça sera lambda fois h. Ça, c'est Q intérieur qu'on voit ici. Donc, Q intérieur, c'est lambda h. Le flux, c'est E fois 2pi RH. Donc, on peut calculer, écrire, en divisant par epsilon 0, c'est lambda sur 2pi epsilon 0 R, ER. Ça, c'est le champ créé par un cylindre infini. Il faut retenir cette expression. Lambda sur 2pi epsilon 0 R, ER. C'est pas, il faut la retenir. Ça ne veut pas dire qu'on va la donner directement. Parfois, on vous demande de donner directement. Parce que c'est des choses qu'on rencontre souvent. Puis le cylindre creux infini. Donc le cylindre, c'est comme un fil. Le fil, ça reste juste un modèle linéique. Mais la réalité, un fil, c'est un cylindre. Donc, le type de symétrie, c'est la même, puisqu'on va prendre un cylindre infini, donc de rayon grand R, ça, qui porte la charge sigma constante. C'est ça, donc il est infini, comme ça. Ça, c'est notre cylindre. Puis, il faut déterminer les plans de symétrie. Donc, c'est la même chose. EREθ est un plan de symétrie puisqu'il est infini. Donc, ce plan-là, il le coupe en deux, quel que soit le point M qu'on prend, par exemple M ici. Et ce plan-là, le plan EZER. Donc, le champ E sera suivant ER. Et puis, par les invariances, pas la même chose. C'est comme le fil. Donc, invariance par translation, Z, et par rotation θ. Donc, il reste que R, donc E, R θ Z égale, parce que le cylindre infini, c'est comme le fil infini. C'est le même principe. Donc, c'est une symétrie cylindrique. Le choix de la surface, c'est une surface de Gauss cylindrique, et M appartient à la surface latérale, comme ce qu'on voit ici. Donc, ça, c'est le point M. Le point M sur la surface latérale. Donc, ça, c'est la surface de Gauss, en rouge. Et en bleu, c'est la charge. Ça, c'est la charge infinie sur la surface latérale. Il porte sigma. C'est-à-dire à l'intérieur, il y a du vide. Il n'y a rien. Donc, comme un récipient vide. C'est bon. Donc, il est infini. Donc, on calcule le flux à travers la surface fermée cylindrique, tel que M appartient à la surface latérale. C'est le même principe, puisque suivant ER, pour les surfaces de base, ici, donc première surface, deuxième surface et surface latérale. Ça, c'est DS1. Ça, c'est DS2. Vers le bas, parce que vers l'extérieur, toujours. Toujours vers l'extérieur. Ça, c'est DS latéral. Bon, donc, le champ est toujours suivant ER. Donc, le flux, ce premier flux sera nul. Là. Le deuxième sera nul. Là, parce que E est porté par ER. Et pour le troisième, il aura la même direction que DS latéral. On calcule le flux EDS. E est constante sur cette surface rouge. Donc, je peux faire sortir E de l'intégrale, ce qui laisse EDS. ER, l'intégrale DS. Et DS, c'est la surface latérale du cylindre. La surface latérale du cylindre, c'est 2pi RH. Donc, c'est E fois 2pi RH. Q intérieur, maintenant, il se trouve où Q intérieur? Il se trouve ici.
c'est le petit cylindre, là, l'intersection entre la surface de Gauss et la charge. C'est ce cylindre à l'intérieur. Ça, c'est la charge. La charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, c'est une charge surfacique, hein, puisqu'elle est, elle est uniforme. Charge surfacique. Donc, Q, c'est Q intérieur, c'est sigma fois la surface S. Hein, donc là, on va distinguer, pour calculer Q intérieur, on va distinguer deux cas. Soit on est à l'intérieur de la charge, hein, c'est-à-dire petit r inférieur à grand R, ou petit r supérieur à grand R. C'est-à-dire on est à l'extérieur ici, ou on est à l'intérieur de la charge, hein, pour calculer Q intérieur. Hein, donc on peut voir 2pi r h e r, donc cette expression pour ce résultat, c'est pour la symétrie cylindrique, donc toujours la même chose, 2pi r h fois e r. Hein, maintenant, il faut déterminer Q intérieur. Pour calculer Q intérieur, donc on a deux cas. Maintenant, R à l'extérieur, c'est-à-dire M se trouve ici, ça c'est petit r. Et ça c'est grand R. Hein, et grand R c'est pour la charge. Petit r c'est pour la surface de Gauss. Cette surface-là. Ça c'est la surface de Gauss. Le champ qu'on veut calculer, c'est ce champ-là, avec le point M ici, sur la surface de Gauss. Ça c'est E qu'on cherche, E de M, ou E de petit r. Maintenant, on se trouve où la charge intérieure, elle est ici, cette charge-là. Hein, c'est toujours à l'intérieur de la surface de Gauss, puisque c'est une distribution cylindrique, surfacique. Donc Q c'est double intégrale sigma ds. Sigma est constante, donc ça sera sigma fois la surface. Donc 2pi R, R, H, de pi grand R, parce que la charge se trouve à l'intérieur, ici. C'est-à-dire à la surface du cylindre de rayon grand R. Hein, donc on va écrire l'égalité 2pi R, petit r, H, E de R, égale sigma 2pi grand R H sur epsilon 0. Hein, donc du coup, on trouve cette expression-là. Si bon, en simplifiant, ça sera sigma R sur epsilon 0. Donc on élimine 2pi, H, H. Il reste quoi? Il reste petit r, ER égale sigma grand R sur epsilon 0. Donc E, c'est sigma R sur epsilon 0 petit r. Ça, c'est à l'extérieur, un point à l'extérieur de la charge. Maintenant, si on prend un point à l'intérieur de la charge, le point M, donc ça, sigma se trouve ici. Là, ça, c'est la charge. Hein, là, c'est notre cylindre. Le point M se trouve à l'intérieur. Donc, ce qu'on a représenté en couleur violette, c'est la surface de Gauss qui contient le point M sur sa surface latérale. À l'intérieur, il n'y a pas de charge. Là, ce cylindre est vide. Donc à l'intérieur ici, il n'y a pas de charge. Donc Q intérieur égale à 0. Donc le champ, hein, puisque E de pi RH égale, ça sera égal à 0, donc E égale à 0. Donc le champ à l'intérieur du cylindre, donc à l'intérieur du cylindre est égal à 0. Donc, à l'intérieur égal à 0, à l'extérieur, c'est sigma, hein, qu'on a vu, c'est sigma R sur epsilon 0 R, on peut représenter le champ. Donc à l'intérieur, c'est ça, 0, à l'extérieur, lorsque R tend vers l'infini, ça tend vers 0, on voit bien qu'il est discontinu en R. Pourquoi? Parce que c'est une distribution surfacique. On a dit déjà que le champ normal subit une discontinuité de sigma sur epsilon 0. On peut calculer ça. Parce qu'en remplaçant petit r par grand R, dans l'expression sigma R sur epsilon 0 grand R,
Donc en éliminant grand R, ça sera sigma sur epsilon 0. Donc comme ça, on voit donc ce qu'on appelle la relation de passage. Lorsqu'on passe de l'intérieur à l'extérieur, donc le champ subit une discontinuité de sigma sur epsilon 0. Ça, c'est le champ créé par un cylindre creux. Pour le potentiel, pour calculer le potentiel, on utilise la circulation de ce champ, puisqu'on a l'expression de champ en tout point de l'espace. Ben, on va calculer le champ suivant la direction ER sur l'axe ER. Donc V moins E dr. Ah, donc à l'intérieur, puisque E égale 0, donc V sera constante. On va choisir, puisque la distribution est infinie, on choisit V égale à 0, on a une distance finie. Pourquoi pas, on choisit 0. Pour R égale à 0, on choisit E égale à 0. On choisit V égale à 0. Donc du coup, puisque V à l'intérieur est constante, donc elle va garder égale constante jusqu'à R égale grand R. Jusqu'à R égale grand R. Donc entre 0 et R, donc on aura 0. Maintenant pour supérieur, donc on a, c'est comme un fil, donc c'est ln, donc on a dv, donc on a sigma dv, c'est moins E, c'est moins sigma grand R sur petit r epsilon 0 dr, on intègre, ça sera moins sigma sur epsilon 0, ln de R plus une constante. Donc ça sera V sera égal moins sigma R sur epsilon 0 ln de R plus une constante. Et par continuité, on a dit que le potentiel est toujours continu quand il est défini. R ne peut pas être égal à 0 parce que là on étudie pour R supérieur à grand R. Donc il est toujours défini. Donc égal à 0 pour grand R. Donc égal à 0, donc on peut calculer la constante. Du coup, on trouve cette expression. Donc, ça sera ln de grand R sur petit r comme le fil infini. C'est ça l'expression. Donc, le champ, donc le potentiel, la représentation du potentiel. Pour le cylindre plein, c'est-à-dire on a des charges à l'intérieur. Les types de symétrie se répètent. On va prendre un cylindre infini suivant Z, et il est plein. C'est-à-dire on a à l'intérieur des charges. Comme par exemple un verre d'eau plein d'eau. Donc au lieu d'être plein d'eau, ça sera plein de charges. Donc, une charge continue. Donc ce qui va changer dans le calcul du champ, à l'intérieur et à l'extérieur, c'est Q intérieur. Mais le flux, donc calcul double intégrale ds, donc suivant les deux surfaces de base est nul. Suivant la surface latérale, c'est EM fois 2πRH. Maintenant, le Q intérieur, soit on est à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, pour l'extérieur, c'est ça. Donc, la charge, c'est ce cylindre rouge. C'est la charge. Donc, il est plein. Le point M se trouve ici, entre les deux. Donc, là, il y a du vide. Donc, je peux le représenter avec une autre couleur. Donc, ça, c'est du vide. Il n'y a pas de charge ici. Donc, la charge à l'intérieur, c'est juste le cylindre rouge. Ça, c'est la charge à l'intérieur. Donc, c'est volumique. Donc, Q, c'est triple intégrale ρ d taux. Puisque ρ est constant, donc ça, ρ fois le volume taux. Base le volume d'un cylindre, il faut retenir ça, c'est pi r carré, la surface d'un disque fois la hauteur. Puisque ce rayon-là, c'est égal à grand R. Donc, pi r carré fois h. Donc, ρ, donc la charge, c'est ρ, pi r carré fois h. Ρ pi r carré fois h, c'est ça, vous voyez là. Ρ pi r carré fois h égale, divisé par epsilon 0 égale E. Égale E fois S. E fois 2 pi r h. En faisant l'égalité, E de pi r h égale ρ pi r carré h. Vous voyez, donc le h est toujours éliminé. Donc le choix de h, vous choisissez ce que vous voulez, parce qu'il va toujours être éliminé. Donc h de pi h va être éliminé. Il reste le 2. Donc on trouve là E, c'est ρ r carré sur 2 epsilon 0 fois petit r. Maintenant à l'intérieur, c'est-à-dire toujours le cylindre de rayon petit r, on voit ici c'est toujours petit r, la surface de Gauss. Ça c'est la surface de Gauss. C'est toujours petit r.
La même chose ici, donc ça c'est l'axe, hein, on va dire l'axe, hein, ça c'est petit r. Et la charge, c'est grand R. Ça c'est la charge. Maintenant, pour la surface de Gauss, E c'est toujours, le flux c'est E de pi RH, il reste Q intérieur. Bah, Q à l'intérieur de la surface, c'est-à-dire en noir. Ça c'est la surface, c'est la charge à l'intérieur. Donc Q, ça sera égal à quoi? Ça sera ρ fois le volume de cette surface, c'est-à-dire délimité par la surface de Gauss. C'est le volume du cylindre. Donc ça sera pi. Dans ce cas, c'est pi r carré, c'est pas grand R, c'est pas comme ce cas-là. Rho pi r carré fois h. Et en faisant l'égalité avec, on va diviser par epsilon 0, égale ce terme-là, on trouve, hein, donc on divise par 2 pi r a, donc on va éliminer le pi, ça et ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste E égale ρ sur 2 epsilon 0 petit r. Donc à l'extérieur c'est ça, à l'intérieur c'est ça. Hein, ça c'est à l'intérieur. Ah, ça c'est à l'extérieur et ça c'est à l'intérieur. Hein, donc on trouve, comme on voit ici, donc c'est une fonction linéaire. Et là c'est hyperbolique. Hein, donc ça diminue quand r tend à l'infini. Et une remarque très importante, que le champ est continu, même si on traverse une, c'est-à-dire de ρ à 0. Donc là 0, là c'est ρ. Bon, mais le champ est continu. Pourquoi? Parce que la distribution est volumique. On va étudier une distribution de charge à symétrie sphérique. Donc une sphère creuse, c'est-à-dire à l'intérieur il n'y a pas de charge. Donc il porte une densité de charge sigma constante. Donc on commence par l'étude de symétrie. Donc on peut prendre la base sphérique. Donc ce sera ER, Eθ. ER, Eθ d'un plan de symétrie. Un autre plan, ER, Eφ. Eφ donc est un plan de symétrie où, hein, donc l'intersection c'est ER, où tout plan contenant ER ou tout plan contenant OM est un plan de symétrie. Donc le champ va être suivant ER. Pour les invariances, puisque sigma est constante, donc il y a invariance par rotation θ et par rotation φ. Hein, θ et φ. Donc on peut écrire E de M égale ER suivant ER. Donc c'est une distribution à symétrie sphérique sur donc, le champ E, la norme ER, dépend juste de R. Donc si on fixe R, la norme reste constante, donc R constant, ça veut dire une sphère. Donc la surface de Gauss sera une sphère de rayon petit r, donc c'est là en bleu, c'est la surface de Gauss qui passe par le point M. Donc le flux, double intégrale E ds égale, le flux c'est double intégrale E ds, donc ds est suivant ER, comme ça. Hein, donc ils sont collinéaires, donc ça sera double intégrale ER ds. Et puisque E, la norme sera comme ça, ER, ER, ds. Donc ER est constant, on va la faire sortir sur la surface. L'intégrale, on le calcule sur la surface de Gauss. Donc ça sera ER, donc le flux sera ER fois la surface. Donc ça sera ER double intégrale ds. C'est la surface totale d'une sphère. La surface totale d'une sphère, à retenir, c'est 4 pi r carré. 4 pi r carré. Donc ça avec, on cherche la surface de Gauss. Donc son rayon c'est petit r. Donc le flux sera égal ER 4 pi r carré. Maintenant il faut distinguer entre l'intérieur et l'extérieur de la sphère pour calculer Q intérieur. Donc 4 pi r carré ER égale Q intérieur sur epsilon 0. Pour l'intérieur, on voit ici en orange la surface de Gauss. Donc le point M se trouve sur cette surface. À l'intérieur, il n'y a pas de charge parce que la charge se trouve à l'extérieur, se trouve ici. C'est-à-dire sur
sur la sphère. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas de charge, donc Q intérieur, c'est du vide, c'est égal à 0, donc en remplaçant ici, donc ça sera E égale à 0 à l'intérieur. Pour l'extérieur, donc là, le point M se trouve à l'extérieur sur la surface de gauche qu'on a choisie, de rayon petit r. Donc E, toujours 4pi r carré ER égale Q intérieur. Donc Q intérieur sera la charge totale, ce sera cette charge à l'intérieur de la surface de gauche. C'est soit on va écrire Q, Q intérieur égale Q. Hein, comme ça. Et ce sera l'expression ER égale Q sur 4pi epsilon 0 R carré qui ressemble à celle d'une charge ponctuelle. Parce que la sphère, c'est comme une charge ponctuelle. Du point de vue modélisation, donc le point, normalement, c'est une sphère. Ou, en exprimant Q intérieur par sigma fois 4pi r carré, hein, donc c'est sigma fois la surface totale de la sphère qui porte la charge. Donc sigma fois 4pi r. Il ne faut pas confondre grand R et petit r. Donc grand R, c'est le rayon de la charge. Petit r, c'est la position de M. Hein, en remplaçant et en simplifiant, hein, donc les deux, donc Q intérieur, on la remplace ici. On trouve sigma r carré sur epsilon 0, et donc il diminue en R1 sur R carré. On laisse sous forme du champ créé par une charge ponctuelle, donc Q c'est la charge totale de la sphère. Donc on peut représenter, on voit bien que le champ est discontinu en petit r égale à grand R. Pourquoi? Parce que la distribution est surfacique. La charge est surfacique, donc E à l'intérieur, donc E à l'extérieur sont différents. C'est-à-dire au point d'intersection, c'est-à-dire qu'en petit r égale à grand R, ER plus moins ER moins égale sigma sur epsilon 0 fois N1, c'est ER. Hein, c'est ER. Hein, donc ça ressemble à celle d'un disque ou d'un plan infini. Donc toujours, lorsqu'on a une charge surfacique, le champ normal subit une discontinuité de sigma sur epsilon 0. Pour le potentiel, on va calculer la circulation du champ. Donc dV, c'est moins E dr, produit scalaire, et puisque dr, hein, scalaire ER, c'est égal à dr. Hein, parce que E est suivant ER, donc ce sera moins ER dr, son vecteur. Donc en remplaçant dans les deux expressions, donc on peut utiliser l'expression d'une charge ponctuelle à l'extérieur, donc sur 4pi epsilon 0 r carré ER, hein, donc dV sera moins que sur 4pi epsilon 0 dr sur r carré. Donc moins dr sur r carré, c'est 1 sur r lorsqu'on intègre. Ça nous donne l'expression du potentiel, hein, d'une charge ponctuelle. Donc Q sur 4pi epsilon 0 R. Ou, si on utilise l'expression, la deuxième expression du champ, sigma sur R carré epsilon 0 R carré, on trouve sigma R carré sur epsilon 0 R. À l'intérieur, puisque le champ est toujours là, on prend pour une distribution finie V égale à 0 à l'infini. Parce que lorsqu'on intègre, donc toujours plus une constante. Et si on choisit V à l'infini, lorsque petit r tend vers l'infini, V égale à 0, donc ce sera la constante égale à 0. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a dV, donc E égale à 0, donc dV, donc V est constante. Donc comment déterminer cette constante? Par continuité. Par continuité, le potentiel est toujours continu, quand il est défini. Donc en petit r égale à grand R, ce sera sigma R sur epsilon 0, ça nous donne cette allure. La symétrie ou la charge sphérique pleine, c'est-à-dire une boule, comme une boule de pétanque, par exemple, sauf qu'elle c'est une charge remplie, hein, donc c'est une sphère remplie de charges, une distribution continue.
Donc on va prendre ρ constante, donc la méthode de détermination de la direction de E, donc tout plan contenant OM est un plan de symétrie, donc E sera suivant OM ou ER, et les invariances par rotation phi et par θ, donc EM, E de M sera égal ER suivant ER. Donc c'est une symétrie sphérique. Le choix de la surface de Gauss, c'est une sphère. C'est une sphère qui passe par le point M, c'est ça. Bon. Donc double intégrale E ds, c'est ER 4πr carré parce que E est constante sur cette surface. La 4πr carré, c'est la surface de Gauss, cette surface, la surface d'une sphère. C'est pas un cercle, c'est une sphère, dans les 3 dimensions. Maintenant, Q intérieur, pour appliquer le théorème de Gauss, on est soit à l'intérieur ou à l'extérieur. A, on commence par l'extérieur, ça. Donc l'extérieur, on est par exemple ici. Hein? Donc ça ne change pas, 4πr carré ER, il reste Q intérieur. Q intérieur, c'est l'intérieur, c'est toute cette charge, c'est Q total. Q intérieur, c'est Q total de la charge. C'est Q intérieur, c'est égal à la charge totale, égale Q, égale ρ fois le volume. Le volume, c'est 4 tiers pi r cube. Ça, c'est le volume d'une sphère de rayon grand R. Ouais, c'est ce qu'on a écrit ici. Là, on va garder Q. Et ça nous donne le champ égal Q sur 4 pi epsilon 0 R carré ER. C'est le champ créé par un point. Donc le champ créé par une sphère ressemble au champ créé par un point de l'espace. Donc à l'extérieur de la sphère. En remplaçant Q, donc on peut diviser, trouver cette expression. Si on est à l'intérieur, là, il faut limiter la charge. La charge se trouve, c'est en noir. Q intérieur sera égal 4 tiers pi r cube. Le point M, c'est toujours sur la surface de Gauss, en orange. Hein, celle-ci, c'est la surface de Gauss. Toujours le point M appartient à la surface. Et Q intérieur, c'est toujours à l'intérieur de cette surface. Il est en noir, c'est 4 tiers pi r cube. En faisant l'égalité, avec ça, ça nous donne cette expression. Rho R sur 3 epsilon 0. On voit bien que le champ, si on remplace par grand R, on trouve la même expression. Donc le champ est continu à la traversée d'une charge volumique. On peut le voir ici. Donc il y a continuité du champ ici. Donc à la traversée d'une charge volumique, le champ est continu. Le plan infini. Donc le plan infini, donc c'est celui-là. Donc le plan infini, c'est ça. Hein, ça, c'est un plan infini. Donc on va dire le plan X ou Y. Ça, c'est un plan chargé qui porte la charge sigma. Donc on va étudier hein, on va dire là, c'est X, Y, Z. Et la charge se trouve dans le plan X ou Y. On va étudier les symétries. Là, le point M, on va le prendre ici. Donc Z, on peut prendre Z pour simplifier, qui passe par le point M. Donc, tout puisque c'est un plan infini, donc tout plan contenant OZ, c'est un plan de symétrie pour la charge. Donc, E va être le suivant, EZ. Si sigma est positif, donc ça sera vers le haut. Puis les invariances, donc il y a invariance par translation Y et il y a invariance par translation X. Donc le champ, la charge, ne dépend que de Z. Hein, donc c'est égal, pour Z égal à 0 égal à sigma, donc en dehors de ça, c'est égal à 0. C'est différent, c'est égal à 0. Donc c'est égal à sigma sur le plan X ou Y, c'est 0 ici. Donc ça dépend de Z. Donc le champ aussi dépend de Z. Donc on va écrire E. Z dz. Donc c'est une symétrie plane. Symétrie plane parce que le champ et la charge ne dépendent que d'une seule variable cartésienne, Z. Donc pour cela, on va choisir une surface cylindrique. On peut prendre parallélépipède, mais c'est juste un choix. Donc on va prendre un cylindre dont la base contient le point M. Ah, il faut fermer, donc il faut fermer.
Comment fermer? On va prendre un cylindre, mais on va le prendre symétrique. Pourquoi on va le prendre symétrique par rapport à la charge? Parce que E, puisque ce plan, le plan de la charge, c'est un plan de symétrie, donc E ici sera égal moins E là, hein, du point de vue symétrie. Donc on aura la même norme sur cette surface que cette surface. C'est ce qu'on cherche. Donc on prend un cylindre de hauteur 2Z. C'est bon, pour avoir la même intensité de E ici et là. Pour la surface latérale, hein, c'est-à-dire ici, hein, c'est-à-dire là, sur la surface latérale, hein, le champ, il est toujours, ou n'importe quel point, il est toujours dirigé suivant Z. Et pour la surface latérale, DS est suivant ER. Donc, ils sont perpendiculaires. Donc, le flux à travers la surface latérale est nul. On va comptabiliser que le flux là et là. C'est l'inverse de la symétrie cylindrique. Donc on va calculer double intégrale, hein, EDR, donc ce flux-là, c'est phi1, phi2, phi L, c'est-à-dire phi1, phi2, les deux bases, et la surface latérale. Donc la surface latérale, c'est nul, parce que DS et E, hein, E, en tout point, il est comme ça, en tout point. De l'espace, il est suivant EZ. Donc, ils sont perpendiculaires, le produit scalaire est nul. Il reste ces deux termes. Voilà, donc, DS, hein, on peut voir ici que DS1, hein, ce DS1 avec EZ, ils ont le même sens. DS2 avec EZ, c'est toujours vers l'extérieur, ils ont le même sens. Mais DS1 égale moins DS2, EZ égale moins E de moins Z. Donc, les deux produits scalaires sont égaux. Donc, EDS1 EZ égale DS2 E de moins Z égale DS EZ. Donc, on va récapituler tout ça. Sur la surface, la norme de E est constante. Donc, pour l'intégrale, EZ DS, donc on va faire sortir le EZ. Donc, ce qui laisse, hein, égal. Donc, ces deux intégrales sont égaux. Donc, ça sera 2 fois EZ fois la surface de la base. Cette surface-là. Surface commune. La face en haut, en Z et en moins Z. Donc, on aura le flux, donc à retenir, le flux égal 2 EZ pi R carré ou phi égale 2 EZ fois S. S, c'est la surface de la base du cylindre. Maintenant, il reste Q intérieur. Q intérieur, c'est ça. C'est l'intersection entre la surface qui est cylindrique, la surface de Gauss cylindrique, et la charge qui se trouve dans le plan X ou Y. Donc, ça sera un disque. Donc, le plan X ou Y, avec le cylindre, ça donne un disque, comme ça, là où il y a la charge. Donc, ça sera sigma fois S, c'est Q intérieur. Là et là, il n'y a pas de charge. La charge se trouve dans ce plan X ou Y. C'est-à-dire, sur le schéma, c'est ça. Donc, c'est ce disque en bleu, c'est la Q à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, si on fait l'égalité, donc on a 2 EZ fois S égale sigma S sur epsilon 0. Ça, c'est en haut. Donc, E, ça sera sigma sur 2 epsilon 0 EZ en bas, puisque c'est symétrique, donc ça sera moins sigma sur 2 epsilon 0. En norme, c'est égal. Si on fait la différence, EZ moins E de moins Z, c'est-à-dire E Z0 plus E0 plus moins E0 moins, c'est-à-dire des deux faces, à la traversée de la charge, ça sera sigma sur epsilon 0, ce qu'on trouve pour toutes les distributions surfaciques. Hein. Donc, sigma sur 2 epsilon 0 moins sigma sur 2 epsilon 0, c'est sigma sur epsilon 0. Et on représente, donc le champ est uniforme au voisinage, c'est-à-dire créé par un plan infini. Hein, par un plan infini, on peut même représenter les lignes de champ. Hein, par exemple, si on prend le plan, hein, le plan comme ça,
Ça, c'est le plan. Donc, le champ créé en haut et en bas, hein, ça sera un champ comme ça. Donc, les lignes de champ sont des lignes comme ça, parallèles. Puis, voilà, toujours la discontinuité. Hein, sigma sur epsilon 0. Maintenant, on peut trouver une analogie entre la mécanique et l'électrostatique. Vu les forces newtoniennes, donc on peut remplacer la charge par la masse, on peut remplacer 1 sur 4 pi epsilon 0 par moins g, la constante gravitationnelle. Donc la force QE égale en électrostatique, lui correspond mg. Donc on peut appliquer le théorème de Gauss en mécanique, par analogie avec l'électrostatique. Si on considère la densité de masse, par exemple, d'un astre ou par exemple de la Terre, on peut déterminer le champ à l'intérieur de la Terre. Par exemple, si on creuse un tunnel vers le centre de la Terre, donc le champ gravitationnel va varier à l'intérieur du tunnel, hein, ou un puits dirigé vers, donc ça c'est la Terre, et donc là c'est O. Donc là, G à l'intérieur. Là, c'est ER. Donc, G à l'intérieur. Donc, G ici, G là. C'est-à-dire pour R supérieur à grand R et R inférieur à grand R. Donc, en appliquant le théorème de Gauss, hein, en remplaçant donc E par G, et Q intérieur, hein, on voit Q c'est la masse intérieure, et 1 sur 4 pi epsilon 0 par moins G. Donc ça nous donne moins 4 pi, donc 1 sur epsilon 0, on va le remplacer par moins 4G. On applique le théorème de Gauss à la Terre, par exemple la Terre, c'est ça, de rayon RT. Et donc la symétrie de la masse, hein, la densité de masse est sphérique. Hein. Comme la charge, donc c'est une distribution à symétrie sphérique, donc on va choisir la surface de Gauss d'une sphère de rayon petit r. Donc double intégrale G ds, hein, comme le champ, donc le G va être, G en norme sera constante sur cette surface, la surface de Gauss, donc ce sera 4 pi r carré G de R. Voilà, si on veut noter ça, comme ça G de R c'est le champ gravitationnel. Même si G il est vers le bas, donc on va exprimer GR d'une manière algébrique. Il reste à déterminer moins 4 pi G fois MNT, c'est-à-dire la masse à l'intérieur. La masse à l'intérieur à la surface de Gauss, c'est cette masse, c'est la masse totale de la Terre. Donc ce sera la masse totale de la Terre. Donc en remplaçant, donc ça c'est égal moins 4 pi Gm de la Terre, en simplifiant, ça nous donne l'expression connue de G à l'extérieur, c'est moins GMT sur R carré. Quand le point M se trouve, hein, à l'intérieur, donc la surface de Gauss sera ici. On va utiliser, hein, pour la masse intérieure, c'est 4 tiers le volume R cube fois ρ, hein, la densité de masse. La masse de la Terre, c'est 4 tiers pi R cube de la Terre, hein, RT, fois ρ. Si on fait le rapport, on va simplifier les 4 tiers ρ. Et on trouve la relation entre les rayons. On va noter ici. Donc M intérieur, c'est MT fois petit r cube sur RT cube. Donc toujours double intégrale, c'est 4 pi r carré fois G de R égale ce M intérieur fois moins 4 pi G gravitationnel M intérieur. Donc on trouve, au calcul fait, on trouve moins G M de la Terre fois petit r sur R au cube. Comme ça, on peut déterminer le champ, par exemple, si on représente la Terre comme ça, sur l'axe, par exemple, on a un tunnel ici, donc on peut déterminer en n'importe quel point le champ gravitationnel. Il y a toujours continuité parce que c'est une densité volumique, donc le champ est continu à la surface de la Terre.
Donc à la fin, donc, le choix de la surface de Gauss, donc, à retenir, donc symétrie sphérique, c'est une sphère, le flux c'est 4πr carré ER, le symétrie cylindrique, c'est un cylindre, le flux c'est E de pi RH, et pour la symétrie plane, c'est 2E fois S.